Alors, dans un premier temps, je vous propose de remettre en perspective cette loi de 2018 dans un appareil législatif et réglementaire qui, dans le domaine de la formation, ne cesse d'évoluer. Sans remonter au calendrier grec, mais l'idée c'est on se situe bien dans l'héritage de la loi de 1971 qui, comme vous le savez, avait été une loi fondatrice de l'éducation permanente, de la promotion ouvrière ou de la promotion sociale, en instaurant un 1% formation, c'est-à-dire une obligation pour les entreprises de consacrer 1% de leur masse salariale au développement des compétences de leurs salariés. Donc on est bien dans cet héritage-là, même si, on le verra tout à l'heure, on a une rupture fondamentale qui intervient dans cette obligation de formation, où on passe d'une obligation de former à un impôt relevant plutôt finalement d'une logique RSE, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Si on remet en perspective les lois du XXIe siècle, en gros cette loi de 2018 intervient après deux lois qui ont été importantes, la loi de 2004 et la loi de 2014. Sans rentrer dans les détails, la loi de 2004 avait notamment instauré le droit individuel à la formation. La loi de 2014, elle, avait instauré le compte personnel de formation, avait modifié les règles d'alternance en instaurant notamment la période de pro, avait permis de développer de nouvelles certifications, des certifications sur des compétences transverses, ce qu'on a appelé l'inventaire, et donc avait déjà permis un certain nombre d'évolutions. Je vous rappelle d'ailleurs les 4 principes structurants de cette loi 2014, dans le prolongement de laquelle s'inscrit la loi de 2018. Il s'agissait de flécher les fonds d'information vers des publics ou des sujets prioritaires. 2. De simplifier l'accès à la formation et de rendre la personne plus actrice de son évolution professionnelle. 3. D'élargir la notion d'action de formation en intégrant notamment plus avant toutes les formations digitales et plus largement les formations ouvertes et à distance. Et 4, ce qui avait été la mesure phare, la mesure symbolique, la fin du 0,9, c'est-à-dire passer d'une obligation de payer à une obligation de former, passer d'une obligation fiscale à une responsabilité sociale, puisque pour les entreprises de plus de 300 salariés, il n'y avait plus d'obligation sur le plan de formation. Par contre, l'obligation de former les gens, puisque tous les 6 ans, on contrôlait dans un entretien professionnel que les gens avaient bien été formés, avaient eu accès à une certification, avaient eu leurs 3 entretiens professionnels et avaient bénéficié d'une évolution professionnelle ou d'une évolution salariale. Si cette obligation n'était pas remplie, il y avait une amende de 3 000 € par salarié. Donc on voyait bien qu'on était passé d'une obligation de payer à partir du moment où tu as fait un chèque correspondant à 0,9% de ta masse salariale, tu es à jour de ta responsabilité sociale, à une responsabilité sociale sans obligation de moyens, où il s'agissait plutôt de contrôler les résultats. Ce que nous verrons dans une deuxième petite séquence, quand nous parlerons des principes fondateurs de la réforme de 2018 et de ses mesures phares, c'est qu'elle se situe pleinement dans la continuation des principes de 2014 et en rupture forte avec les principes de la loi fondatrice de 1971. Alors, concernant le calendrier de conception et de mise en œuvre de cette nouvelle loi sur la formation, il faut se souvenir que le processus commence en gros à l'automne 2017, avec une annonce faite par le gouvernement qui était d'un projet de loi qui était bien sûr inscrit dans le projet présidentiel. Et l'idée c'est, puisqu'on ne peut pas légiférer dans le domaine de la formation, dans le domaine social, sans accord national interprofessionnel, en novembre 2017, la ministre Pénicaud envoie une lettre de cadrage aux partenaires sociaux avec 5 principes clés sur lesquels elle invite les partenaires sociaux à réagir et à proposer un accord national, un projet d'accord national interprofessionnel. C'est ce qu'ils font, avec un premier projet qui sort en décembre et un deuxième projet qui sort en février, un projet d'accord national interprofessionnel, s'inscrivant dans les 5 principes qui ont été identifiés. Et lors d'une conférence de presse qui a été organisée le 5 mars 2018, la ministre Pénicaud considère que les partenaires sociaux n'ont pas été assez loin dans les principes annoncés et donc reprend la main avec l'idée d'un projet de loi qui serait présenté et qui a été présenté au Conseil des ministres au mois d'avril.
il est évident que le gouvernement a considéré que les partenaires sociaux n'avaient pas été assez loin. Il faut dire qu'on leur demandait souvent de se couper un bras, notamment à travers la réforme des ODCA, et c'est jamais véritablement très facile. Voilà, donc le processus législatif ensuite a suivi son cours. Après donc une présentation du projet en Conseil des ministres en avril, il y a eu un certain nombre d'études et de recours devant le Conseil d'État, avant qu'il passe devant les deux assemblées en procédure accélérée, c'est-à-dire en lecture simple, à l'Assemblée nationale à partir du 11 juillet, fin juillet, début août, avec un passage au Sénat, dans une procédure accélérée, un retour devant une commission mixte pour étudier les amendements proposés par les sénateurs. Fin août, la loi a été donc votée par les deux assemblées. Elle est actuellement, il y a eu 3 recours devant le Conseil constitutionnel et elle risque d'être promulguée pour tout ou partie début septembre. Le calendrier ensuite, c'est le gouvernement a annoncé une publication des décrets. On attend une quinzaine avant la fin de l'année 2018. Voilà, donc un processus qui a été long, où, comme on s'y attendait, et ça a été annoncé, les partenaires sociaux ont été un peu considérés comme un mal nécessaire, ont été quelque peu squeezés pour donner toute leur place aux élus du peuple, et notamment aux élus de La République En Marche, lors du débat parlementaire. On a ainsi été étonné par le nombre d'amendements présentés, plus de 1200 amendements, dont plus d'un quart présentés par le gouvernement lui-même sur son propre texte, ce qui, je vous l'avoue, était une première dans les processus législatifs récents. Avant de rentrer dans le détail des différentes mesures phares de cette loi de 2018, cette nouvelle loi sur la formation, et d'en envisager les impacts sur les différents acteurs, ce que je vous propose, c'est d'essayer de monter un peu sur le haut de la colline et d'essayer d'envisager les principes structurants de cette réforme. En fait, on les retrouve déjà dans la lettre de cadrage envoyée par Muriel Pénicaud en novembre aux partenaires sociaux, et ils sont au nombre de 5. Le premier, c'est de créer une liberté professionnelle pour les salariés, notamment par le développement d'un compte personnel de formation monétisé, puisqu'on passe d'un comptage en heures à un comptage en euros, plus facile d'accès, opérationnel, documenté, avec notamment une application support sur smartphone qui permettra de simplifier l'accès aux formations certifiées, de mieux connaître son compte. On aura l'occasion d'y revenir. Donc premier principe, l'idée de créer une liberté professionnelle. D'ailleurs, on le retrouve dans l'intitulé de la loi, qui est de développer la liberté de choisir son avenir professionnel. Deuxième grand principe, organiser un effort sans précédent de formation pour les demandeurs d'emploi, pour vaincre le chômage de masse, avec notamment une cible sur les demandeurs d'emploi les moins qualifiés, puisqu'on sait que plus de 70% des demandeurs d'emploi ont un niveau infra 4, avec l'idée donc d'élever le niveau de qualification générale et de développer un certain nombre de compétences spécifiques dont l'économie et les territoires ont besoin. On a tous entendu pendant la campagne un chiffre qui avait été donné par le futur président, disant que seuls 15% des fonds de la formation professionnelle bénéficiaient aux demandeurs d'emploi et seuls 5% des fonds allaient vers les gens à très faible niveau de qualification. Donc deuxième grand principe, organiser un effort sans précédent à destination des demandeurs d'emploi et notamment des moins qualifiés d'entre eux. Troisième principe, favoriser l'investissement massif des entreprises dans les compétences des salariés, avec l'idée de faire sortir le plan de formation de son ornière administrative, donc de simplifier un certain nombre d'actions, et notamment de simplifier la digitalisation des actions de formation, ou la prise en charge des formations digitales, avec une ouverture de la notion d'action de formation, afin de favoriser un certain nombre de nouveaux usages. Troisième grand principe. Le quatrième, c'est de refonder le système de formation en alternance. On gardera toujours 2 contrats, un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage, mais on voit bien qu'il y a une fusion des 2 taxes, la taxe sur la formation et la taxe d'apprentissage, et qu'on aura des procédures simplifiées pour les entreprises et pour les centres de formation d'accès
à l'apprentissage, avec l'idée bien évidemment d'atteindre ce million d'alternants, tant attendu par l'ensemble des gouvernements depuis 20 ans, sachant qu'on oscille toujours entre 400 et 600 000 apprenants, en gros 350 000 apprentis et 150 000 contrats de pro. Donc l'idée, c'est bien de favoriser ces formations en alternance, en simplifiant les règles du système et en le décloisonnant, le système de professionnalisation et le système d'apprentissage. Le dernier grand principe, c'est de développer la régulation du système de formation professionnelle par la qualité et renforcer l'accompagnement des actifs. Donc quand on parle de régulation par la qualité, il s'agit de la qualité des organisations de formation. On l'a eu dans la loi de 2015 à travers ce qu'on a appelé le décret du 30 juin, qui a donné un certain nombre de labels qualité référencés par le CNEFOP, au nombre de 39 à ce jour, mais aussi la création de Datadoc, qui a permis à plus de 40 000 prestataires de venir se positionner sur 21 indicateurs qualité. Là, l'idée, c'est de poursuivre dans cette démarche avec un Datadoc ou un décret qualité saison 2, avec sûrement un référentiel qualité unique et des certificateurs qui seraient eux-mêmes certifiés, ce que l'on des certificateurs cofraqués, c'est-à-dire agrémentés par la Commission française d'accréditation. L'autre dimension sur la qualité, c'est bien évidemment la qualité des formations, avec le développement encore plus des formations certifiantes et le fléchage d'un certain nombre de fonds d'information professionnelle, alternance et CPF, vers ces formations certifiantes, qu'elles soient au RNCP ou à l'inventaire. Dernier point, l'accompagnement des actifs, on aura l'occasion d'y revenir, qui est peut-être un des éléments où on attend le plus le gouvernement et sur lequel on a le moins d'informations à ce jour. En gros, l'idée, c'est de renforcer le conseil en évolution professionnelle, car s'il s'agit de créer de nouveaux droits, on sait que l'important aujourd'hui, c'est pas d'avoir des droits, mais c'est de les connaître et d'être en capacité de les exercer. Donc l'idée, c'est de renforcer et de professionnaliser ce conseil en évolution professionnelle afin d'accompagner les actifs, occupés et inoccupés, pour qu'ils soient en mesure de conduire et de prendre en main leur avenir professionnel et leur professionnalisation. Alors, concernant les mesures phares de cette réforme, un des changements majeurs introduits par la réforme se situe au niveau de la gouvernance du système de formation et du rôle des acteurs. On va le voir en 3 points, à travers les circuits de financement, la création de France Compétences et l'évolution du rôle des OPCA. Donc, premier changement majeur, la gestion de l'obligation légale. Comme vous le voyez sur le schéma, on va avoir 2 nouveaux acteurs avec un rôle majeur. Les contributions légales, qui seront désormais, on aura l'occasion d'y revenir, de 1,68%. L'obligation légale sera versée à l'URSSAF. Peut-être qu'il y aura un deuxième F à la fin de l'URSSAF, mais on va bien avoir une collecte de l'obligation légale qui sera effectuée par l'URSSAF. Ensuite, une gare de triage ou une banque du système de formation qui sera garante de l'utilisation des fonds à travers France Compétences, sur l'organisme sur lequel je reviendrai ensuite, qui derrière distribuera les fonds à au moins 5 types d'organisations destinataires dans des fonds d'information professionnelle, les futurs OPCO ou OPCOM, qui viendront remplacer les opérateurs de compétences, qui viendront remplacer les OPCA, la Caisse des dépôts et consignations, qui va piloter et gérer les fonds du compte personnel de formation, l'État ou Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, puisque comme nous le verrons tout à l'heure, il y aura une solidarité créée au niveau des entreprises à travers une forme de flat tax, où toutes les entreprises françaises consacreront une part de leur masse salariale pour financer la formation des demandeurs d'emploi, avec l'idée que cette taxe augmente si le chômage augmente et qu'elle baisse si le chômage baisse. Donc 3e destinataire, après les opérateurs de compétences, la Caisse des dépôts, c'est l'État ou Pôle emploi. Et ensuite 2 derniers destinataires, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui seront choisis par appel d'offres au premier trimestre 2019. Et enfin, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, les CEPIR, qui viendront piloter le CPF de transition.
Donc comme on le voit sur le légal, un circuit qui va de l'employeur à l'URSSAF, à France Compétences et qui est ensuite dispatché en fonction de la destination des fonds et de leur utilisation. Il ne faut pas oublier là-dedans qu'il restera une relation directe entre les employeurs et les OPCO, ou les OPCOM, les opérateurs de compétences, pour les contributions conventionnelles et les versements libres, puisque je vous rappelle qu'au-delà de l'obligation légale, les branches professionnelles ont la possibilité, par exemple comme dans le secteur sanitaire et social à but non lucratif, de définir un pourcentage de la masse salariale complémentaire s'imposant à toutes les entreprises et les employeurs relevant de la convention collective. Dans le champ que je viens d'évoquer, c'est 1% de la masse salariale qui vient s'additionner à l'obligation légale. Et puis il y a la possibilité aussi pour les employeurs de faire des versements directs à leur OPCA, et donc l'OPCA continuera à gérer ce rôle de collecte, et on fera un versement libre en contrepartie d'une offre de service susceptible d'intéresser ces mêmes employeurs. Donc premier grand principe, l'évolution des circuits de financement et du rôle des acteurs. Deuxième grand principe, la création d'une organisation que l'on appelle France Compétences, qui est vraiment une agence nationale de régulation, alors qui va regrouper un certain nombre d'instances et de commissions qui existent déjà aujourd'hui. C'est le cas du FPSPP, du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du CNEFOP, de la COPANEF, ou encore de la Commission nationale des certifications professionnelles, celle qui est le gardien du temple du RNCP et de l'inventaire, qui se retrouveront dans cette nouvelle agence qui s'appelle France Compétences, qui sera pilotée et gouvernée de façon quadripartite, avec le collège employeur, le collège salarié, l'État et les collectivités locales, et qui aura en gros 5 grands rôles. Le premier, c'est d'assurer, comme je le disais tout à l'heure, la répartition de la collecte. Les fonds seront collectés par l'URSSAF, mais la garde de triage, la banque, ou la répartition de la collecte se fera au niveau de France Compétences. France Compétences assurera aussi l'agrément des opérateurs de compétences, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir dans le troisième point, mais ça va être un tsunami, une grande évolution dans la géographie et le paysage des OPCA, qui va être en profond bouleversement dans les 3 années qui viennent. Le troisième grand rôle, c'est l'agrément des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle vont être choisis par appel d'offres à compter du début 2019 et ils seront agréés par cette agence France Compétences. Le quatrième grand rôle de France Compétences, c'est la régulation de la qualité et des prix de la formation à travers la création d'un observatoire des prix et la mise en œuvre de nouvelles démarches qualité au niveau de la formation, qu'il s'agisse de la qualité des organisations ou la qualité des parcours de formation eux-mêmes avec les logiques de certification. Et ensuite, il y aura un rôle financier et d'observation à travers notamment la gestion de la péréquation pour le financement de l'alternance, le financement du CEP et le financement de la formation dans les TPE-PME. Donc deuxième grande évolution au niveau des acteurs, la création de cette grande agence France Compétences qui est accusée par certains de tous les maux et notamment qui est la manifestation de la volonté de recentraliser la formation professionnelle et de l'ôter ou de l'exfiltrer entre guillemets des mains du paritarisme avec l'idée que l'État, la crainte c'est que l'État entre guillemets reprenne le pouvoir dans la gouvernance de cette agence France Compétences qui comprendra 15 administrateurs répartis sur les 4 collèges que j'évoquais tout à l'heure. Dernier point, l'évolution des OPCA. Alors le rôle des OPCA va considérablement là-dessus évoluer. Il va préserver un certain nombre de rôles, mais d'abord, ce que l'on peut s'attendre à une diminution du nombre des OPCA. Je vous rappelle qu'ils étaient plus de 90 au début du millénaire, ils sont aujourd'hui une vingtaine. L'idée d'abord c'est d'en diminuer le nombre avec un certain nombre de regroupements qui doivent se produire. Donc là on peut être étonné de l'ordre de marche en matière de réforme, c'est-à-dire qu'on garde plus de 740 branches professionnelles, mais on agit au niveau d'OPCA. Peut-être qu'il s'agit d'un jeu en bande qui vise dans un deuxième temps à réduire le nombre de branches professionnelles en les amenant à travailler dans un premier temps au niveau de la formation professionnelle, mais on s'attend à avoir entre 8 et 13-14 OPCA qui seraient regroupés par filières professionnelles, donc
L'idée, c'est de pouvoir favoriser la création d'OPCA plus importants, pour mutualiser un certain nombre d'investissements notamment et diminuer les coûts de gestion, mais aussi faciliter la mobilité dans des secteurs d'activité qui pourraient être proches et dans lesquels pourrait œuvrer un certain nombre d'aires de mobilité pour les individus. Donc là, il y a un travail en cours qui a été mené cet été par Marx et Bagorski, qui doit proposer, rencontrer un certain nombre d'acteurs et doit proposer un nouveau paysage, mais c'est le mercato d'été avec l'ensemble des branches professionnelles et des OPCA qui se rencontrent pour essayer de voir s'il y a effectivement des rapprochements à imaginer pour créer par exemple un grand OPCA de la finance, un grand OPCA de la santé, un grand OPCA du tourisme, un OPCA pour l'artisanat, etc., etc. Donc résultat des courses à travers une nouvelle vidéo d'ici la fin de l'année, puisque les OPCA ont jusqu'au 31 octobre peut-être élargi à la fin de l'année pour pouvoir proposer un nouveau découpage. Sur le paysage, on en saura un petit peu plus. Sur l'évolution du rôle des OPCA, l'idée c'est de les positionner dans un rôle où ils auront de plus en plus à travailler plutôt sur la dimension observatoire des métiers, observatoire des compétences, impact du digital, ingénierie de certification, construction de dispositifs de certification pour les branches professionnelles. Bien sûr, ils continueront à financer l'alternance dans les deux dimensions, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Et bien sûr, on les attend comme toujours sur l'accompagnement des plus petites entreprises, des TPE-PME, ce qui est la quadrature du cercle d'un OPCA, puisque les entreprises solvables n'ont pas forcément besoin des OPCA et celles qui ont besoin des OPCA ne le sont pas forcément solvables, avec la question de comment on va conseiller plus de 2 millions d'entreprises dont 90% font moins de 10 salariés en France. Deuxième changement majeur, après l'évolution de la gouvernance du système et des acteurs intervenant sur la collecte et le recueil de l'obligation légale, c'est l'évolution de cette obligation légale là, et donc l'obligation pour tous les employeurs de cotiser sur un certain nombre d'éléments relevant de la formation professionnelle ou d'évolution professionnelle des collaborateurs. En gros, ce qui change, deux éléments importants, le niveau, l'assiette, et puis les seuils d'entreprises qui sont concernés. On avait 4 catégories d'entreprises dans la loi de 2014, à travers les moins de 10, les 10 à 50, les 50 à 300 et les plus de 300 salariés. Là, on n'a plus que 2 grandes catégories, les moins de 10 salariés et les plus de 10. Les moins de 10 auront une obligation légale de 1,23% de leur masse salariale. Et là, on retrouve bien le 0,55 formation continue et le 0,68 taxe d'apprentissage qui fusionnés font 1,23. Et de l'autre côté, pour les plus de 10 salariés, donc pour les 11 salariés et plus, une obligation unique de 1,68% de la masse salariale. Et là encore, qui regroupe le 0,68 taxe d'apprentissage et le 1% formation. Donc premier changement, le niveau de contribution qui est attendu. Ensuite, sans qu'on soit véritablement capable aujourd'hui de connaître les codes-parts exacts qui seront définis à l'intérieur de ces 1,23 et 1,68, on voit qu'il y a des nouvelles destinations des fonds de la formation professionnelle qui seront affinés par décret et pilotés par France Compétences. Qu'est-ce que va financer ce nouveau 1,68% de la masse salariale? D'abord, il va financer le conseil en évolution professionnelle. Je vous rappelle qu'on était sur une mesure non financée. Aujourd'hui, il va y avoir un 0,2 ou un 0,3 de la masse salariale qui va financer ce fameux conseil aux individus, ce conseil en évolution professionnelle qui est un des éléments importants de la réforme de 2018 et un élément fondateur de la réforme de 2014. Il va s'agir aussi de favoriser la formation, dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc là, il y aura une contribution asymétrique. Les grandes et les petites vont payer, mais les grandes au profit des petites. Donc il y aura une cotisation que paieront les entreprises de plus de 50 pour favoriser la formation dans les moins de 50. Troisième élément qui va être financé, l'alternance. L'alternance dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse de financer le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou cette nouvelle version de la période de pro qu'on appelle pour l'instant la Pro A et qui permettra d'accompagner un certain nombre d'évolutions professionnelles ou de mobilité
pour des gens qui sont déjà salariés à l'intérieur des entreprises. Et puis enfin, il s'agira de financer deux derniers éléments. D'abord, le CPF des personnes, donc tous les actifs, à hauteur sûrement d'une contribution de 0,30 ou de 0,35 de la masse salariale. Je vous rappelle que dans la loi de 2014, on avait 0,2 sur le CPF, mais aussi 0,2 sur le congé individuel de formation qui disparaît. Donc on s'attend soit à un 0,4, soit à un 0,35 de la masse salariale qui va venir financer ce droit unique pour l'individu qu'est le compte personnel de formation. Et enfin, il y aura une contribution que paieront les entreprises, principalement les entreprises de plus de 11 salariés, et qui permettra de financer la formation des demandeurs d'emploi, véritablement dans une logique de responsabilité sociétale, où on considère que les employeurs ont à participer à l'effort de formation visant les demandeurs d'emploi. Et on voit bien, c'est une remarque à mon avis importante, on voit bien qu'on a un changement de logique ou un changement de paradigme profond par rapport à l'esprit de la loi de 71. L'esprit de la loi de 71, c'était j'oblige tous les employeurs à consacrer une partie de leur masse salariale au financement de la formation professionnelle de leurs salariés. Quand on regarde l'obligation de 1,68% de la masse salariale en 2018, on s'aperçoit qu'on n'est plus sur un impôt redistributif, mais qu'il n'y a plus rien dans cet impôt relevant d'une obligation de formation des salariés. On a l'alternance, bien évidemment, à travers ces différentes formules. On a le compte personnel de formation, mais pour le reste, on voit bien qu'il y a une solidarité qui est créée vis-à-vis des entreprises les plus petites, des demandeurs d'emploi, pour favoriser un certain nombre de droits pour les salariés et de nouveaux services, mais on est totalement sorti de la logique de 1971. On est bien dans une logique d'impôt redistributif et qui va financer un certain nombre de priorités sociétales. Troisième mesure phare de la loi de 2018, la création d'un nouveau compte personnel de formation et l'évolution du conseil en évolution professionnelle. Il s'agit de deux mesures là qui sont importantes. On parle de plus en plus d'évolution professionnelle, il s'agit de rendre les personnes plus actrices de leur parcours de professionnalisation et de leur évolution professionnelle. Et on avait, dès 2014, trois mesures phares. L'entretien professionnel dont bénéficie chaque salarié dans l'entreprise tous les 2 ans et qui permet de faire le point sur sa situation et de se projeter au-delà de tout acte d'évaluation de la performance. Et puis 2 droits, un droit à information, orientation, conseil et accompagnement tout au long de la vie opéré par un certain nombre d'acteurs, ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, et de l'autre côté, un compte personnel de formation qui était comptabilisé en heures depuis 2014 et qui permettait, dans une logique de capitalisation, selon les principes développés dans le cadre du DIF, notamment depuis 2004, d'acquérir un certain nombre d'heures, 24 heures en l'occurrence, et des droits à formation, et puis de pouvoir permettre d'aller chercher des abondements complémentaires et d'avoir accès à des listes de formation. Alors qu'est-ce qui a changé? Sur ce compte personnel de formation, 3 principales mesures phares. Le premier, c'est la monétarisation du CPF. On ne comptera plus des heures, on n'aura plus des comptes en heures, mais des comptes en euros, c'est-à-dire que chaque salarié en CDI se verra attribuer 500 € par an, somme qui pourra aller à 800 € pour les salariés les moins qualifiés, les travailleurs handicapés et un certain nombre de catégories que le gouvernement ou les partenaires sociaux souhaiteront favoriser ou sur lesquelles ils considéreront qu'il s'agit de faire un effort complémentaire. Mais en gros, sinon, 500 € par an, plafonné à 5 000 € sur 10 ans, 8 000 € donc pour un certain nombre de collaborateurs ou de personnes. Donc là, on voit bien que l'idée, c'est de favoriser les usages en disant passer d'un compte en heures où je ne suis pas capable de traduire l'équivalence en euros puisque les taux de prise en charge varieront selon les branches. Là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, j'ai un compte qui m'appartient, qui est de 500 €, qui est le même quelles que soient les branches professionnelles, sauf si certaines souhaitent aller plus loin que la loi, ou certaines entreprises, mais l'idée c'est bien de faciliter cet usage à travers un compte monétarisé. Deuxième mesure phare,
l'ouverture des formations accessibles. Vous saviez que dans le cadre du CPF de 2014, il y avait des listes qui étaient constituées au niveau national, au niveau régional et par les branches professionnelles. Là, l'idée maintenant, c'est que toute formation certifiante soit accessible dans le cadre du CPF, avec l'idée d'avoir l'ensemble des certifications RNCP, des certifications en inventaire, les accompagnements VAE, les bilans de compétences, les permis de conduire, les actions pour les créateurs ou les repreneurs d'entreprise, le fait de pouvoir se former sur des blocs de compétences particuliers. Donc là, il y a une ouverture, on ne peut pas se former, tout n'est pas éligible au CPF, comme c'était le cas pour le DIF, où toute action de formation était éligible au DIF. Par contre, toute action de formation certifiante sera demain accessible au CPF. Troisième mesure importante, dont vous avez peut-être entendu parler, l'application qui fait tout, si on veut être un petit peu moqueur, mais en tout cas qui devrait être un réel progrès. C'est une application qui sera portée sur smartphone et qui permettra à un individu, de connaître ses droits et le montant de ses droits, de savoir quelles sont les formations accessibles, et 3, de gérer la transaction et de s'inscrire directement dans une logique de désintermédiation totale, c'est-à-dire en permettant l'accès direct de l'individu à l'offre de formation avec une désintermédiation. Il n'y aura plus de passage obligé par l'OPCA, sauf si il y a abondement, c'est-à-dire si je n'ai pas assez dans mon compte et que mon entreprise ou que ma branche abonde, à ce moment-là, il y aura des mécanismes de financement et des autorisations qui seront un petit peu différents. Voilà, donc une mesure phare, le CPF, que l'on veut libérer et délivrer, je ne vous le chanterai pas, et de l'autre côté, le développement du conseil en évolution professionnelle, qui sera mis en œuvre sur le plan régional maintenant par un opérateur qui sera choisi par appel d'offres au premier trimestre 2019 et qui sera validé par France Compétences. Pour tout vous dire, il s'agit d'une des principales déceptions de cette réforme. Créer des droits nouveaux pour les individus, c'est très bien. Désintermédier, c'est très bien. Créer une liberté d'accès à la formation professionnelle, c'est très bien. Mais sans accompagnement fort, ça profite et ça bénéficie à peu près toujours aux mêmes catégories de collaborateurs et de travailleurs, et ça depuis tout temps. Donc on attend avec impatience toutes les mesures qui vont être prises pour professionnaliser ce geste professionnel qui est le conseil en évolution professionnelle et en professionnaliser les acteurs une fois qu'ils seront choisis et définis, et de les instrumenter et de les outiller. Quatrième élément fort de la réforme, un certain nombre de changements concernant la gestion du plan de formation dans l'entreprise. Alors, une remarque une mesure un peu anecdotique, mais vous saviez qu'il y avait deux catégories dans le plan de formation, tout ce qui relevait de l'adaptation au poste de travail ou du maintien et de l'évolution dans l'emploi, c'est-à-dire ce qui était exigible à court ou moyen terme du collaborateur par rapport à son poste de travail, et les catégories qui relevaient plutôt du développement des compétences, c'est-à-dire les actions qui n'étaient pas directement liées à son poste de travail, mais qui devaient favoriser son employabilité et son évolution professionnelle. Ces deux catégories sont supprimées. Donc d'abord, on appelle plus ça un plan de formation, mais un plan de développement des compétences. Et de l'autre côté, il n'y a plus deux catégories, mais une seule catégorie d'action, afin notamment de supprimer un certain nombre de contraintes qui étaient liées à la catégorie 2. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point relève de la définition d'actions de formation, c'est-à-dire les actions de formation qui seront éligibles à ce plan de développement des compétences. On va en avoir une définition plus large, vous savez, qui est proposée par le livre 9 du Code du travail. Elle avait été, cette action de formation, déjà élargie dans le cadre des dispositifs FOAD dans la loi de 2014, où une formation pouvait être totalement séquentielle, totalement asynchrone, totalement à distance. Il était préservé deux garde-fous, le contrôle de l'effectivité du travail, de l'assiduité de l'apprenant, et le besoin d'être accompagné, car si on apprend toujours seul, on n'apprend jamais sans les autres. Et donc l'idée, c'était véritablement de pouvoir encadrer et garantir l'accompagnement, le tutorat ou l'animation de communauté, quelles que soient les modalités de formation. On verra ce que dira le décret de cette nouvelle définition, mais il est clair qu'on va avoir une nouvelle définition de l'action de formation qui va sûrement s'étendre à trois grands types d'actions.
tout ce mix entre l'information, la connaissance et la formation professionnelle. Vous savez, le sort des colloques, des benchmarks, des éléments de veille, etc., dont on ne considérait pas qu'ils relevaient de la professionnalisation. Le deuxième chose, c'est bien évidemment le digital, en favorisant des modalités multiples et en essayant de retirer tous les bénéfices du numérique et des dispositifs digitaux. Mais surtout, je pense que la grande innovation et le grand changement va être sur ce qu'on appelle les formations en situation de travail et les apprentissages en situation. Et là, il y a un énorme travail à faire, car si tout le monde reconnaît qu'on ne se forme que par le travail, on ne peut pas dire à l'inverse que toute situation de travail est par définition et de manière native formative. Donc l'idée, ça va être de savoir comment tracer, encadrer des apprentissages informels avec, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, de devoir organiser des apprentissages informels. Dernier élément de changement, l'entretien professionnel. Vous saviez qu'il y avait un entretien professionnel qui était obligatoire tous les 2 ans et qu'il s'agit là du seul entretien obligatoire dans l'entreprise. Les entretiens de management ou les entretiens de performance sont de saines pratiques managériales mais ne sont pas reconnus par le droit du travail. Donc le seul entretien reconnu par le Code du travail, c'est l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans et tous les 6 ans une forme de relevé de compteur. C'est-à-dire, est-ce que, depuis la loi de 2014, est-ce que la personne a suivi une action de formation, a bénéficié d'une certification par la formation ou la VAE et a eu une évolution fonctionnelle ou salariale. Là, on est un certain nombre à le regretter, mais une forme de retour en arrière, puisque l'unique obligation d'un employeur sera d'avoir permis à un salarié d'effectuer une formation non obligatoire tous les 6 ans. Donc la définition exacte, vous la découvrirez là. Il s'agit de formations qui viennent en application d'une réglementation française, enfin nationale ou internationale. Donc là, qui laisse place à un certain nombre d'interprétations et à des précisions qui vont être données par décret. Mais dans l'entretien professionnel, donc la seule obligation, ce sera d'avoir que chaque collaborateur, chaque salarié ait bénéficié d'une action de formation en 6 ans, action de formation non obligatoire. Dernière évolution, et pas des moindres, puisque certains ont pu dire qu'il s'agissait finalement plus d'une réforme de l'apprentissage et de l'alternance qu'une réforme de la formation professionnelle, c'est justement les changements qui interviennent sur les dispositifs de formation alternée, qu'il s'agisse des contrats pro, des contrats d'apprentissage ou d'une nouvelle période de professionnalisation. Donc, le premier truc qu'on peut dire, c'est qu'on a une formation d'apprentissage qui est simplifiée, avec l'idée de pouvoir changer l'image de l'apprentissage pour qu'il devienne une réelle voie d'insertion professionnelle, qui semble en France un vœu pieux depuis un certain nombre d'années, mais là un effort qui est sans précédent à destination donc, des fonds d'alternance. Donc, vous trouverez un certain nombre de détails, des détails des mesures dans les documents que nous vous proposerons, mais il s'agit de favoriser les conditions d'apprentissage et les conditions d'accès à l'apprentissage, d'avoir une aide unique sous conditions pour les entreprises de moins de 250 salariés, de libéralisation du rôle du CFA, la fin du monopole des conseils régionaux pour l'ouverture et la fermeture des CFA, ce qui va conduire un certain nombre de centres de formation ou d'employeurs à investir et à l'apprentissage et construire des CFA internes, de passer d'une logique d'offre à une logique de demande, c'est-à-dire d'une logique d'offre à une logique de réponse avec un rôle plus fort, notamment des branches professionnelles, une transparence sur les taux de diplôme, un changement des modalités de financement avec l'idée de nous sortir d'un paiement à leurs stagiaires pour passer dans une logique de coûts forfaitaires, avec des coûts qui vont être définis par les branches professionnelles, des règles d'alternance qui vont être harmonisées, etc. etc. Donc l'idée, c'est bien qu'on préserve 2 contrats en alternance, le contrat pro et le contrat d'apprentissage, mais sur les règles administratives et les règles de fond, on voit que petit à petit, les conditions d'accès à ces 2 dispositifs vont être de plus en plus harmonisées et par exemple, les CFA devront montrer patte blanche sur le référentiel, sur un référentiel qualité qui est commun à tous les centres de formation. Dernière évolution sur l'alternance,
après les 2 contrats plutôt de formation initiale. Le changement ou les évolutions que l'on attend sur la période de professionnalisation. Je vous rappelle que pendant 10 ou 12 mois, on nous a dit qu'elle devait être supprimée. Finalement, elle va évoluer et on va se retrouver avec un dispositif de formation en alternance qui ressemblera à la période de pro, mais avec des conditions d'accès un petit peu restrictives. Donc l'idée, c'est de favoriser le changement de métier ou de profession, de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. Donc il y a une ambition d'évolution professionnelle ou un objectif d'évolution professionnelle ou de mobilité interne qui est réaffiché. Cela visera des titres à finalité professionnelle et a priori, à l'heure où je vous parle, ne serait accessible dans le cadre de ces formations 3 que les formations RNCP et plus les formations à l'inventaire. Et a priori, on sait que le titre visé devra être d'un niveau inférieur ou égal à 3 pour être éligible à la 3. Donc les titres de niveau 2 et niveau 1, à l'heure où je vous parle, ne seraient pas concernés par ces dispositifs en alternance, ce qui d'ailleurs peut poser un certain nombre de problèmes pour les entreprises qui financent, ou les employeurs qui financent à travers les périodes de pro aujourd'hui toutes les formations professionnelles permettant ou promotionnelles permettant de passer d'un statut d'exécution à un statut de maîtrise ou de maîtrise à cadre, formations qui sont souvent de niveau 2 ou 1. Voilà. Donc sur l'alternance, retenir un effort important, une volonté de simplification, d'ouverture des dispositifs d'apprentissage et le maintien d'un dispositif alterné pour l'évolution professionnelle dans les entreprises ou le fait de favoriser les promotions sociales. Alors ce que je vous propose d'aborder en conclusion, c'est d'essayer d'identifier les conséquences et les impacts de ces différentes mesures sur 3 grandes catégories d'acteurs et on finira par un certain nombre de remarques générales sur les conditions de réussite de ce nouveau dispositif réglementaire et légal. Ce que l'on va voir donc, c'est les impacts pour les individus, les personnes, les impacts pour les prestataires de formation et les impacts pour les employeurs, sachant qu'on a déjà pas mal parlé des impacts pour les OPCA, mais qu'on pourra en dire un petit peu plus dans quelques mois. Pour les individus, en gros, il y a la réaffirmation de 2 droits importants à travers le CPF et le CEP. Donc sur le CPF, on se dit qu'il va y avoir un certain nombre de possibilités pour les individus d'avoir accès plus directement et de façon désintermédiée à l'offre de formation et donc d'être plus acteurs de leur parcours professionnel. Une étude menée par un brillant cabinet de conseil disait aujourd'hui que moins de 7% des actions de formation continue dans le cadre de l'entreprise étaient décidées par les individus. Alors même si on se situe dans un cadre d'un travail prescrit, ne pas aller en formation c'est une faute lourde, et que c'est pas à moi de décider des actions de formation que je vais suivre, il est certain que la co-responsabilité, le co-engagement ou la co-décision sont quand même des facteurs premiers de réussite des actions de formation. Donc on peut estimer qu'à travers ce droit nouveau, cette capacité à financer ou autofinancer sa formation, on va pouvoir développer un certain nombre de pratiques, notamment pour les salariés les moins qualifiés. Pour les salariés à temps partiel, là aussi il y a des droits élargis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont à 50% de temps passé dans l'entreprise, ils ont le droit au taux plein, c'est-à-dire aux 500 € par an. Un accès qui va être simplifié à travers notamment cette application smartphone qui permettra de démocratiser peut-être l'accès aux listes de formation, et puis un accompagnement qui va être renouvelé à travers le conseil en évolution professionnelle. Voilà. Donc du point de vue de l'individu, un enjeu de simplification des dispositifs de formation. Je ne suis pas sûr que sur cette mesure on ne soit pas encore quelque peu au milieu du gué. On est quand même sur des dispositifs de formation qui restent complexes, sédimentés, assez cloisonnés, mais là du point de vue du CPF, il est vrai qu'on risque d'avoir des capacités d'utilisation qui vont être catalysées par la simplification des dispositifs. J'insiste encore une fois sur le nécessaire besoin d'accompagnement des acteurs, parce qu'à chaque fois qu'on met un individu en face de la complexité sans l'accompagner, ça favorise à peu près toujours les mêmes catégories de population, et sûrement pas les salariés avec les moins de qualifications, qui sont pourtant la cible prioritaire de cette réforme de 2018.
Deuxième petite crainte après le manque d'accompagnement, c'est qu'on crée des droits, oui, il est fort probable qu'on transfère un certain nombre de devoirs avec. C'est-à-dire il ne faudrait pas que le CPF bascule sur le CPF un certain nombre d'obligations d'employeurs, et c'est la crainte des partenaires sociaux, ça a été le cas avec le DIF, avec la création du CPF en 2014, et qu'en gros les employeurs, et notamment les petites entreprises, se débarrassent de leur obligation d'employeur, à savoir de favoriser l'adaptation des compétences au poste de travail, de favoriser le maintien et l'évolution dans l'emploi et de favoriser le développement des compétences, en reportant sur la charge du salarié et le financement par le CPF un certain nombre de formations relevant de ces obligations. D'où la bataille actuelle, notamment autour de la définition de ce que sont les formations obligatoires versus formations recommandées, afin que le CPF ne se retrouve pas à financer des formations linguistiques, des habilitations électriques ou des permis de conduire, des CACES et autres formations, si ce n'est obligatoire, en tout cas fortement recommandées dans l'entreprise. Voilà du point de vue de la personne. Du point de vue des prestataires, un certain nombre de défis qui vont être majeurs. D'abord, ce qui va être important pour eux, c'est de faire un diagnostic d'impact financier. C'est-à-dire qu'en fonction des ressources ou de la nature de mes ressources d'aujourd'hui, la nature de mes ressources de demain peut être fortement affectée, du fait notamment que ne seront éligibles au CPF et à l'alternance que des formations certifiantes, et je vous rappelle que pour la proie, ce serait même que des formations RNCP. Donc là, pour des prestataires, et le mouvement avait déjà commencé en 2014, qui ne se situent que sur des compétences transverses, plutôt dans des petites entreprises, sur des formations non certifiantes, il est certain que les choses risquent d'être un petit peu difficiles. Donc pour les prestataires, l'enjeu c'est d'anticiper en réalisant le plus vite possible un diagnostic d'impact. Le deuxième élément, c'est qu'on voit de plus en plus qu'on est sur des changements de paradigme complets. Qu'il s'agisse de la loi de 2014 ou de la loi de 2018, c'est pas l'affaire du responsable qualité, du dirigeant ou du responsable administratif, mais il s'agit bien de développer une culture partagée de l'évolution de ces dispositifs, aussi bien au niveau des fonctions support, des personnels de direction, que des formateurs et de l'ensemble des intervenants sur l'ingénierie ou la pédagogie. La relation à l'individu va être notamment un élément important. Est-ce qu'on est rentré dans une ère consumériste, ou est-ce que la formation rentre dans l'ère des services de plein pied à travers le développement des training advisors, du consumérisme? Quelle va être par exemple l'attitude dans une formation de quelqu'un qui a payé? Est-ce qu'il va être plus motivé, ou est-ce que quand vous allez lui demander de participer à un sous-groupe, il va dire j'ai pas envie et de toute façon c'est moi qui ai payé? Tout ça, on voit bien, n'est pas qu'un enjeu d'administratif ou de gestion ou de financier, mais un enjeu global où il s'agira d'embarquer la totalité des équipes. Troisième enjeu, il va y avoir comme d'habitude, si on ne veut pas qu'il y ait de trou d'air au niveau des entreprises, il va falloir prendre son bâton de pèlerin et que les prestataires de formation aident les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, à digérer, s'approprier les éléments de la réforme. Si ce n'est pas le cas, on verra comme en 2015, comme en 2005, un trou noir ou des périodes d'attentisme fortes dans les entreprises, sachant qu'en plus on est sur un calendrier de changement qui va produire ses effets jusqu'en 2021. Donc on va être en contexte de changement permanent dans le secteur jusqu'en 2021. Donc un besoin pour les prestataires de porter la bonne parole et d'être pédagogue sur la manière d'investir la réforme. Il y aura aussi de nouvelles opportunités pour les entreprises. Pour les personnes disposant des faibles niveaux de qualification, sur les formations SOP, sur le préqualifiant, sur les formations des demandeurs d'emploi, on voit bien que pour les entreprises du secteur de la formation, pour l'ensemble des prestataires, il y a de nouveaux marchés qui vont se développer, sur lesquels notamment le gouvernement et les partenaires sociaux souhaitent faire porter les investissements financiers. Deux derniers éléments qui me semblent importants. D'abord, le changement du rôle des OPCA. Pour un certain nombre de prestataires, les OPCA représentent ou intermédient des parts sans cesse plus fortes
de leurs ressources financières. Là, il va falloir bien surveiller cette nouvelle géographie des OPCA, leur nouveau rôle, leur nouveau processus d'achat, leur rythme d'appel d'offres, etc. sur les actions collectives. Ça va être un élément important. Le deuxième élément, c'est toujours favoriser l'ingénierie de certification. Là encore, qu'il s'agisse d'avoir accès au CPF ou pouvoir se positionner sur les formations en alternance, il faudra que les formations soient certifiantes. Donc cette ingénierie de certification va devenir un réflexe et un sport national, et il s'agira notamment de former tous les ingénieurs de formation ou les acteurs de l'ingénierie à ces nouvelles dimensions, la construction de référentiels, d'activités de compétences ou d'évaluation, et enfin, bien évidemment, la digitalisation des pratiques. On voit bien qu'il va y avoir une tension sur les coûts et sur les durées, qu'il va falloir séduire de nouvelles populations, que les technologies amènent des valeurs ajoutées pédagogiques, notamment à travers les technologies permettant la simulation, qui enfin vont permettre d'enrichir les actes pédagogiques. Et là, pour toutes ces raisons, il va falloir être en capacité d'innover. Donc il vaut mieux arriver dans les conséquences de cette réforme en ayant les reins un peu solides et en étant capable de financer l'innovation, qu'elle soit sur le plan commercial et développement, sur la diversification des sources de financement, sur la diversification des modalités de formation ou encore une fois sur le développement de formations certifiantes. Troisième acteur concerné, les employeurs ou les entreprises de manière générique, quels vont être les principaux impacts prévisibles? Il y a d'abord un enjeu de veille active. Là encore, on a un processus législatif qui n'est pas bouclé. On sait qu'il y a deux événements importants qui vont arriver, la publication des décrets et des ordonnances, et de l'autre côté, les projections loi de finances, et qui font que les mesures existent ou n'existent pas à travers l'attribution réelle des fonds. Donc un premier enjeu de veille active, de pédagogie, d'explicitation à l'intérieur des entreprises, et puis une entrée bien évidemment là par la mise en conformité. Alors si la mise en conformité par rapport à la loi était assez importante en 2014, notamment à travers la création de l'entretien professionnel, là il n'y a pas véritablement d'enjeu, il y a des enjeux de simplification, du plan de formation, comme on l'a dit, qui se transforme en plan de développement des compétences. On attend les décrets pour savoir s'il y a éventuellement de nouvelles obligations en termes de reporting vis-à-vis des partenaires sociaux. Mais sur cette mise en conformité, on devrait avoir dans le premier trimestre 2019 relativement léger. L'enjeu, il va surtout être financier, c'est-à-dire comment investir les nouveaux dispositifs, comment être capable de faire un diagnostic d'impact financier et comment être capable d'investir un certain nombre de solutions de financement nouvelles, même si là encore, les zones de recouvrement entre cet impôt formation et le financement du développement des compétences de l'entreprise, ces zones de recouvrement sont de moins en moins larges, puisqu'il nous reste l'alternance avec les deux contrats de recrutement et la proie, mais il faudra que les formations soient certifiantes au RNCP, et ce qui va être la grande nouveauté, à mon avis, qui est la mobilisation du CPF du salarié. Et donc là, on voit qu'un des éléments majeurs, à mon avis, sera la capacité pour les entreprises à créer les conditions d'un nouveau deal entre le collaborateur et son employeur, et une forme de co-responsabilité, voire de co-investissement sur l'effort de formation. Donc ici, il s'agira peut-être pour l'entreprise de dire à quelles conditions cette entreprise pourra abonder le CPF d'un individu à partir du moment où ils auront défini des zones de co-intérêt. Puisqu'encore une fois, le CPF, l'intelligence du CPF est dans son abondement. Que ce soit abondé par un employeur ou ma branche professionnelle ou la GFIP ou un territoire, ou qu'il soit abondé dans le cadre du CPF de transition par les CEPIR, puisque c'est ce qui va remplacer le congé individuel de formation, on voit bien que même 5 000 € au bout de 10 ans ne me permettent pas de me payer une formation d'infirmière ou des formations certifiantes de bon niveau, etc. etc. Donc l'idée, ça va être ma capacité à aller compléter les sommes dont je dispose par des sommes que j'irai chercher chez des gens ou des organismes avec lesquels je vais élaborer un deal dans une logique de co-responsabilité ou de co-intérêt. Et là, il me semble que les entreprises ont tout intérêt à devancer, à structurer la demande par l'offre, à être pédagogue. Si j'étais cynique, je dirais que la meilleure manière de faire des économies sur le DIF, c'était d'ignorer.
La meilleure manière de faire des économies ou de récupérer une partie du CPF, c'est de l'investir et d'être proactif en proposant aux collaborateurs un certain nombre de deals, sachant qu'il s'agira de le convaincre, puisqu'on ne pourra plus lui piquer automatiquement son compte CPF. On ne connaît même pas son montant. Dernier impact pour les entreprises, bien sûr, on l'a dit, l'alternance et la création de CFA interne, mais surtout redéfinir cette fameuse action de formation. Faire sortir la notion d'action de formation de cette seule vision présentielle, de la feuille d'émargement dans laquelle on met des croix dessus, pour aller investir bien évidemment toutes les solutions digitales. Et là, il ne s'agit plus de réfléchir, mais de passer à l'action, de tester, d'accepter de se tromper et de ne pas mettre une pression trop forte sur des modalités. Je pense on fait peser sur les modalités digitales une pression qu'on n'a jamais fait peser sur les modalités présentielles. Donc c'est d'oser, d'investir, d'être capable d'accompagner, mais surtout d'investir les formations en situation de travail. Et là, on a un croisement entre le digital et les accompagnements en situation qui peuvent vraiment donner et à la fonction formation et aux acteurs de la formation des rôles nouveaux et plus intéressants et plus contributifs.